La question du jour, qu'est-ce qu'un marché? C'est un mot qu'on utilise dans le langage courant, donc vous en avez déjà une intuition. Il y a le marché au coin de votre rue, où vous achetez des patates et du poisson, des savates et du savon. Il y a le marché du travail, le marché de l'immobilier, le marché financier, la bourse. Bref, quel est le point commun entre tous ces marchés? C'est la rencontre entre une offre et une demande. Oui, et qu'est-ce qui permet à l'offre et à la demande de se rencontrer? C'est le prix. Un marché est un mode de coordination par les prix. En fait, on produit collectivement une certaine richesse et il faut se la répartir. Comment est-ce qu'on s'y prend pour produire et répartir la richesse? Eh bien, il y a plein de façons de faire. Et l'une d'elles, c'est de se coordonner sur un marché. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Si on passe sur la démarche un petit peu spéciale de la dite fermière, l'idée, c'est qu'elle possède des biens, les pommes, qu'elle a probablement produites, et qu'elle est en train d'aller sur un marché pour pouvoir les échanger contre d'autres biens. Parce qu'on ne peut pas se contenter de manger des pommes dans la vie. Au marché, elle peut vendre ses pommes pour un certain prix, 3 schmilblick le kilo. Et avec les schmilblick obtenus, elle peut acheter d'autres biens. Des roudoudous à 1 schmilblick les 100 grammes, des Scooby-Doo à 2,50 pièces, des chamois en chocolat à 12 schmilblick le ballotin. À elle de choisir en fonction du prix. Ce que vous devez retenir, c'est que le marché permet de se coordonner par les prix. Est-ce que ça vous paraît clair ? C'est assez évident, de toute façon on se coordonne jamais autrement. En plus, il paraît que dans toutes les sociétés, il y a de l'argent. Il y a d'autres façons de se coordonner que par les prix. Vous imaginez, au sein d'une famille, Paulette, devant son assiette au dessert, en train de dire « Comment ? Je n'ai qu'un seul dessert lacté goût framboise à 5 schmilblick. J'avais pourtant 1000 couverts, soit 15 minutes de travail déqualifié d'une valeur de 3 schmilblick. Et je vous avais raconté 4 blagues carambars pour vous distraire. Une prestation chiffrée à 7 schmilblick. Il me semble que je devrais pouvoir prétendre à un deuxième dessert lacté goût framboise à 5 schmilblick. WTF. Au sein d'une famille, on produit une richesse et on se la répartit, mais, sauf cas particulier, j'en connais pas personnellement. On se coordonne autrement que par le marché. Bah oui, mais une famille, c'est pas la société. Vous avez raison, mais même une société pourrait s'organiser autrement que par le marché. Il y a d'ailleurs eu des pays et des périodes, dont vous avez forcément entendu parler malgré votre jeune âge, où on a essayé de faire autrement. Cette année, grâce au grand plan quinquennal, nous produirons 30 pains au chocolat. 30 premiers de la queue auront pain au chocolat, les autres auront miettes de pain de siècle. Oui, je le reconnais, c'est légèrement caricatural, mais l'idée est là. Un dictateur bienveillant, ou même un collectif de personnes élues, pourrait choisir de ce qu'on produit et de la façon dont on se le répartit en fonction des besoins de chacun. Et à ce moment-là, on dirait qu'on se coordonne par un plan. Historiquement, ça n'a pas toujours été une expérience très concluante, mais l'idée n'est pas forcément idiote. Donc, on a expérimenté et on expérimente encore plein de modes de coordination qui ne sont pas le marché. Faire la queue, tirer au sort, collectiviser des ressources à petite échelle, avoir des esclaves ou des serfs, faire des dons. Ces différents modes de coordination, on peut les juger bons ou mauvais, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au marché. Mais vous dites que la société doit se coordonner pour produire et répartir les richesses. Le plan, je comprends que c'est un système pour produire et répartir, mais le marché, avec le marché, on fait que échanger ce qui est déjà produit. Non! Sur un marché, on échange des tomates et des patates qui, oui, sont déjà produites, mais on peut tout à fait aussi échanger des facteurs de production. Il y a des entreprises qui demandent du travail contre un prix, qui est le salaire. Et il y a des individus qui sont prêts à échanger leur temps de travail contre un salaire. Et on peut aussi acheter ou vendre du capital. Bref, les prix sont censés fonctionner comme une indication de ce que la société souhaite. Si, subitement, tout le monde a de grosses envies de pommes, le prix de la pomme, il va augmenter. Mais vu le prix auquel je pourrais vendre des pommes, faut peut-être que j'arrête de donner des cours d'éco, moi. Oh, mais je vais me reconvertir en fermière et aller au marché en portant sur ma tête 3 pommes dans un panier. En fait, le mécanisme de prix, c'est une façon d'indiquer ce qu'il faut produire sans qu'il y ait besoin d'une personne ou d'un collectif de personnes pour le décider pour tout le monde. Les prix sont donc censés fonctionner comme une indication et même comme une incitation pour produire ce que la société souhaite. Et encore une fois, ça peut paraître tout à fait banal pour des gens comme vous qui avez grandi dans une économie de marché, mais en fait, c'est un mode de coordination particulier. Allons un peu plus loin et précisons encore. Souvent, en microéconomie, on parle de
marché concurrentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a, en plus du fait qu'on se coordonne par les prix sur un marché, l'hypothèse que les agents sont preneurs de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut influencer le prix. Le marché est plus fort que vous. Le prix de marché, c'est le prix, vous n'y pouvez rien. Ma grand-mère m'emmenait souvent au marché faire ses courses et elle passait son temps à dire aux commerçants « S'il vous plaît, faites-moi un prix pour mes beaux yeux ». Bien que parlant un français peu idiomatique, soit que certains aient jugé ses yeux beaux, soit qu'ils aient apprécié son accent, ma grand-mère obtenait souvent des prix. Car le marché auquel je l'accompagnais n'était pas tout à fait conforme au modèle et donc n'était pas parfaitement concurrentiel. Je vais revenir sur ce point dans un instant, mais d'abord attardons-nous sur cette notion de preneur de prix. Sur un marché concurrentiel, les individus sont très nombreux. Chacun pris individuellement est tout petit face au marché et ne pèse vraiment pas lourd dans le jeu. Chaque individu pris isolément compte pour 0. Si le prix de marché du kilo de pommes, c'est 3 schmilblick, vous ne trouverez jamais une fermière prête à vous le vendre moins cher, quelle que soit la couleur de vos beaux yeux. Car la fermière sait que si elle ne vous vend pas son kilo de pommes à vous, elle trouvera plein d'autres acheteurs qui sont prêts, eux, à payer ce prix de 3 schmilblick. En tant qu'acheteur, vous n'arriverez jamais à obtenir un prix spécial, car les offreurs préféreront toujours vendre leur camelote à des gens qui sont prêts à payer le prix de marché. Et vu le monde qui se presse sur ce marché, ils sont assurés de trouver. Prenons l'autre point de vue. Vous êtes la fermière qui est allée au marché. Vous aimeriez bien vendre votre kilo de pommes légèrement plus cher que 3 schmilblick. Mais vous ne trouverez jamais un acheteur prêt à vous le prendre au-dessus de 3 schmilblick. Car les acheteurs voient bien que toutes les autres fermières vendent leurs pommes 3 schmilblick le kilo. Donc ils préféreront aller ailleurs. Gino, est-ce que c'est clair pour vous ce que signifie cette expression ? Preneur de prix. Bah, vous dites que si le prix d'une fermière est plus cher que le prix du marché, les acheteurs iront ailleurs. Mais des fois, si c'est juste un tout petit peu plus cher, vous n'allez pas ailleurs parce que vous avez la flemme. Hein? Autant l'acheter tout de suite ici. Dans la réalité, vous avez raison. Mais comme j'ai commencé à l'expliquer, la réalité n'est pas le modèle. Le modèle, c'est une fiction. Et dans ce modèle, il y a un certain nombre d'hypothèses qui permettent de balayer ce que vous dites. Non seulement les individus sont très nombreux sur ce marché et donc tout petits face au marché, mais en plus, toutes les pommes sont homogènes. Impossible d'en trouver une plus belle ou plus mûre qu'une autre. Il y a libre entrée sur ce marché. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment devenir fermière et porter sur votre tête 3 pommes dans un panier sans aucun investissement et aucune formation préalable. L'information est parfaite, chacun sait à tout moment qui vend des pommes à quel prix et où ça. Et il y a libre circulation des facteurs de production, le capital et les hommes vont partout librement à tout moment, ils se téléportent. Dans un tel monde, dans cette fiction, les agents sont preneurs de prix. Ils sont obligés d'acheter ou de vendre au prix de marché. Est-ce que ça va pour vous, Gino? Vous êtes allé un peu vite. Je le reconnais, mais c'est que dans ce cours, en fait, on ne vous détaille pas la totalité des hypothèses de la concurrence pure et parfaite. La seule chose que vous devez retenir, c'est que l'ensemble de ces hypothèses a une conséquence, les agents sont preneurs de prix. Mais si tout le monde est preneur de prix et que personne ne peut l'influencer, eh ben le prix il sort d'où? Le prix résulte de l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Dans le modèle, il y a un individu, le commissaire-priseur, qui travaille gratuitement, faire se rencontrer l'offre et la demande. C'est ma raison de vivre. Et cet individu, c'est lui qui se débrouille pour faire le calcul. Il se met en plein milieu de la foule des acheteurs et des vendeurs, il prend un petit tabouret, il monte dessus et il crie un prix. 4 schmilblick le kilo de pommes, messieurs, dames! Et chacun va donner ses intentions d'acheter et de vendre à ce prix. J'en vends 5! Moi j'en vends 12! Ah bah moi j'en achète un demi. 4 schmilblick le kilo de pommes, ils abusent. Et ensuite, le commissaire-priseur calcule s'il y a autant de kilos de pommes demandés que de kilos de pommes vendus pour ce prix. Alors je pose 4, je retiens 9... Oh non, ça colle pas. Et si c'est pas bon, il doit remonter sur le petit tabouret et annoncer un autre prix. Messieurs, dames, 3,50 le kilo de pommes. Et on recommence jusqu'à ce qu'on trouve le prix juste. Attendez, mais ça, le mec qui monte sur son tabouret et tout, c'est une fiction, c'est pas le vrai marché. C'est une fiction en effet. C'est un modèle et non pas le réel. Mais pourquoi on apprend ça si on sait que ça n'existe pas?
C'est tout le principe de la modélisation. On ne peut pas appréhender le réel tel quel parce que le réel est trop complexe. C'est pour ça qu'on utilise des abstractions, des modèles, qui nous permettent de dire quelque chose du réel. Comme je vous le disais dans la première vidéo, une discipline, c'est une fenêtre à partir de laquelle on regarde la réalité. Et cette fenêtre, elle nous permet d'avoir des simplifications et des abstractions pour penser le réel, pour mettre au jour des mécanismes qui existent dans la réalité, même si la réalité est plus complexe. Mais sur un marché qui est assez concurrentiel, les interactions entre les acheteurs et les offreurs vont conduire à un prix qui se rapproche de celui qu'aurait décidé le commissaire-priseur. Sans abstraction, sans modèle, on n'a aucun outil pour penser la réalité. En physique par exemple, on utilise l'abstraction de la chute libre dans un monde sans frottement. Et pourtant, on sait que dans la vraie vie, il y a des frottements. Mais modéliser une chute dans un monde sans frottement, ça permet de raconter quelque chose de la chute des corps dans le vrai monde. En économie, on modélise le marché concurrentiel, même si on sait que dans la vraie vie, il n'y a pas un marché qui soit parfaitement concurrentiel en répondant parfaitement à toutes ces hypothèses. Dans la réalité, il y a des degrés de concurrence. Quand l'offre et la demande se rencontrent physiquement, le marché, il a des zones géographiques différentes, très locales, mondiales. Mais l'offre et la demande peuvent aussi se rencontrer virtuellement, par exemple la bourse. Le marché concurrentiel permet d'appréhender quelque chose du réel. Et ensuite, en relâchant progressivement les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, on pourra appréhender d'autres parties de la réalité des marchés. Mais parfois, dans la vraie vie, on essaye de reproduire le modèle. Par exemple, il y a le conseil de la concurrence. C'est vrai que les modèles ne font pas que décrire la réalité de manière simplifiée. Il arrive aussi qu'ils servent de référence. Si on conclut qu'en théorie, le marché concurrentiel serait plus juste ou plus efficace, il arrive qu'on essaye ensuite de faire coller la réalité au modèle. Et vous apprendrez en première que les marchés sont encadrés par des institutions. Ils sont régis par des conventions formelles ou informelles, des règles juridiques, des lois. Et ces règles, elles peuvent évoluer sous l'influence des sciences économiques. Mais c'est dégueulasse! En fait, vous voulez imposer votre système de marché à tout le monde. C'est une critique de la science économique qui existe. Il y en a qui disent que la science économique serait plus normative que positive. Positive, ça veut dire qu'elle décrit quelque chose qui se passe dans la réalité. Et normative, ça veut dire qu'elle fait des prescriptions pour changer le réel et le faire coller à la théorie. Dans ce cours, on vous enseigne quelques modèles de microéconomie qui permettent de mettre au jour des mécanismes qui sont vrais sous certaines hypothèses. C'est vrai qu'il faut être prudent quand on fait des prescriptions parce que on va raisonner à partir de quelque chose qui était vrai dans le cadre simplifié d'un modèle et donc on pourrait être amené à se tromper dans certains cas si la réalité est trop loin des hypothèses du modèle. Mais si vous refusez d'apprendre tout modèle, et il n'y a pas que le marché concurrentiel en modèle, il y a aussi les monopoles, les oligopoles, les externalités, les biens communs, l'information imparfaite. Si vous refusez tout modèle, vous vous privez d'un cadre qui serait intéressant pour réfléchir à des mécanismes économiques. Si vous acceptez d'apprendre des modèles, vous pouvez ensuite les critiquer, les complexifier. Dans tous les cas, vous resterez libre de vos opinions politiques. Et si vous, Cassandra, vous avez envie d'aller vous battre contre les économistes, vous avez intérêt à bien connaître leurs outils. Pour résumer, vous devez retenir qu'un marché est un lieu où les acteurs se coordonnent par les prix. Ce n'est qu'une façon possible de se coordonner. Dans le monde réel, il existe une grande diversité de marchés. Pour appréhender cette réalité, on construit un modèle, le marché concurrentiel, qui repose notamment sur l'hypothèse que les agents sont preneurs de prix, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas influer sur le prix de marché. Ils peuvent acheter et vendre autant qu'ils veulent, à condition d'acheter et de vendre au prix de marché.